4 minutes, avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, la présidente du comité exécutif de Montréal, Dominique Olivier, démissionne. Elle sera remplacée par Luc Rabouin. Un employé de Québec solidaire réplique au livre sorti par Catherine Dorion. Une bévue de la ville de Montréal prive une citoyenne de Montréal-Nord de son stationnement. Et l'ONU prévient que les opérations humanitaires à Gaza pourraient bientôt cesser par faute de manque de carburant. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'était la grande nouvelle qui a été tout d'abord ébruitée en début d'après-midi, puis confirmée et ensuite annoncée. Dominique Olivier, la présidente du conseil exécutif de Montréal, comité exécutif qui démissionne officiellement. Elle qui était sur la sellette quand même depuis au-dessus de 10 jours, depuis les révélations de nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, qui ont fait l'étalage de toutes les dépenses qui ont été faites par ce tout petit organisme, l'Office de consultation publique de Montréal, duquel elle était donc la tributaire il y a de cela quelque temps déjà, mais elle fait des dépenses de voyage, de nourriture, de restaurants, partout au travers de la planète, sans jamais avoir vraiment de justification extrêmement étayée de ce qu'il faisait ou de ce que rapportaient en retombées les travaux de cet organisme qui était financé à 100% par les fonds publics. Et donc, aujourd'hui, elle est sortie en invoquant, entre autres, une quantité de messages violents, misogynes et racistes qu'elle aurait reçus dans la dernière semaine, expliquant aussi que ça devenait impossible, dans la controverse actuelle, de présenter le budget de la Ville de Montréal, qu'elle était censée présenter dès mercredi, Mario, ce qui passe quand même... C'est ça qui est fou, là. En fait, le budget est complètement prêt. Il doit être essentiellement imprimé, là. Oui. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui va présenter le budget qu'elle a préparé. Quand on dit le numéro 2 à l'hôtel de ville, le président ou la présidente du comité exécutif, c'est vraiment ça. C'est la personne, tu sais, t'as le maire ou la mairesse, puis c'est la personne qui est responsable de l'administration, qui est à la fois un peu le ministre des Finances, président du Conseil du Trésor, en charge vraiment de l'administration de la ville. Puis les comparaisons sont importantes à faire, Mario, parce que comme tu l'as déjà soulevé à l'émission ici, le budget de la Ville de Montréal, c'est plus gros que le budget de petites provinces. Oui, c'est énorme là, ce qu'ils ont à gérer. Et pour une ville de 1,7 millions d'habitants, oui, c'est énorme. Mais, je pense qu'elle n'avait pas le choix parce que, le budget est aussi un geste politique. Cette semaine, le budget va être impopulaire, il va être dur, et il va y avoir des augmentations de taxes importantes, des coupures de dépenses. Alors, est-ce que la personne qui annonce aux Montréalais que leurs taxes vont augmenter, que leur compte de taxes, ça va faire mal, est-ce que ça peut être la personne qui vient de passer 10 jours dans les nouvelles à propos de gros repas au restaurant? Oui, à propos de nouvelles comme quoi elle a payé pour la fête d'un collègue un souper à 347 $ d'huîtres pour célébrer un anniversaire à Paris, par Puis exemple. Des billets de hockey pour un autre qui prenait sa retraite, puis des voyages qui finissaient plus. Donc, celle qu'elle a dépensée en 2016 et 2019, je les rappelle parce que ça fait quand même... C'est quand même intéressant toujours de le faire. Mme Olivier a dépensé à elle toute seule 17 793 $ en restaurant sur 3 ans. Fait que c'est ça. Donc, je pense qu'on a décidé que... Bon, elle a dit que ce qui l'a poussée à quitter, c'est une pluie de messages misogynes, racistes. Ça, on se le cachera pas. Là. C'est un peu revirer la situation comme pour se présenter en victime. Oui, parce que c'est déplorable dans tous les cas. Ce qu'elle reçoit est condamnable. Oui, mais tout le monde qui est sur la place publique reçoit des tonnes de messages terribles et c'est pire pour les femmes. Oui. Indéniablement, c'est pire pour les femmes. Ceci dit, je veux dire, dans ce cas-ci, excusez-moi, mais c'est malheureux, mais ça n'a pas rapport. Elle devait quitter pour d'autres raisons. Puis c'est pas comme si les messages de nos collègues du bureau d'enquête, c'était « Regardez cette femme en politique, c'est ça. » Non, je veux dire... Femme-homme. C'est qu'à un moment donné, on veut de la diversité en politique. Mais on va pas s'empêcher de dire, s'il y a une fraude de compte de dépenses ou s'il y a de l'abus de dépenses, si la personne est de telle nationalité ou si la personne est une femme ou si elle a tel âge ou si elle est jeune ou si elle est plus vieille. Mais là, il faudrait pas exposer les mauvaises choses qu'ils font parce qu'on a peur qu'ils reçoivent des insultes. C'est ça. On se comprend. Mais, dans le fond, c'est que t'as Luc Rabouin qui arrive, qui est nommé à la place. Oui, le maire d'arrondissement du plateau de Mont-Royal, donc qui va le succéder. Ça vient de tomber comme nouvelle. Peut-être lui, on se comprend qu'il va devoir présenter le budget, à moins que ce soit Mme Plante. Lui va présenter essentiellement le budget préparé par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est aussi plate à dire que ça, mais il va présenter le budget préparé par quelqu'un d'autre. Il dormira pas beaucoup d'ici mercredi, Mario. Il va falloir qu'il devienne
habile à défendre son budget et connaissant de chacune des lignes. Toujours en politique, on a eu droit tout récemment à la sortie d'un livre écrit par l'ancienne députée de Tachereau de Québec solidaire, Catherine Dorion, et qui a suscité beaucoup de réactions, Mario, faut-il dire, mais tout particulièrement de la part d'anciens collaborateurs, d'anciens et de présents collaborateurs de Québec solidaire également. Parce qu'elle s'attaque beaucoup au parti, et en particulier à Gabriel Nadeau-Dubois. Oui, ce qui est qualifié par certains de livre coup de poing là, ou livre incendiaire, ben oui, s'en prend à Gabriel Nadeau-Dubois, parle de l'establishment, là, vraiment de l'institution du parti, de son passage en politique, à quel point elle est amère de ce passage qu'elle a fait. Mais c'est d'anciens collègues qui sont sortis, dont un très fort, là, Louis-Philippe Bouliane, qui est lui un attaché numérique chez Québec solidaire, encore et toujours aujourd'hui, mais surtout qui est devenu le tout premier attaché politique de Catherine Dorion après avoir participé à sa campagne électorale. Et dans un très long message qui est écrit sur les réseaux sociaux, ben, il s'est dit déçu, mais surtout, il a tenu à rectifier certains passages là, du livre de Mme Dorion, selon lui. Entre autres, tout le travail au départ là, qui a été mis dans sa campagne électorale, là, semble-t-il qu'il y avait presque un dédain, un mépris. Mais elle là. voit ça comme négatif, c'est qu'elle est une superstar qui allait se faire élire, puis là, le parti, ils ont envoyé toutes sortes de monde. Ouais, pour venir l'aider dans sa campagne électorale. Quand on se comprend que Mme Dorion, avant d'être élue, n'était pas extrêmement connue au Québec. Là. Elle n'était pas connue du tout. Là. Une artiste, elle était connue d'un monde artistique très, très restreint à Québec. Là, mais... Elle a été élue dans la circonscription de Tachereau, essentiellement grâce au travail, là, comme le rapporte Louis-Philippe Bouliane, ben, des gens qui étaient sur le terrain, puis il a parlé par la suite d'une campagne électorale et d'un mandat dans lequel de moins en moins était familier avec Catherine Dorion, de plus en plus avait du respect pour Gabriel Nadeau-Dubois au travers de tout ça. C'est plein aussi du fait que le rôle de Manon Massé comme chef parlementaire en 2021 aussi de Québec solidaire, avant de devenir co-porte-parole avec Gabriel Nadeau-Dubois, était important. C'est un rôle qui semble être occulté dans le livre. Puis par la suite, encore plus percutant, il parle de l'absentéisme carrément là, de Catherine Dorion à partir d'un certain moment où, dans une autre partie de mandat, elle délaissait un peu et d'intérêt et de présence là, l'acte politique autour de ça, Mario. Ouais. Mais moi, on comprend qu'elle fait encore beaucoup de bruit, elle fait de l'esbrouf, c'est sa spécialité. Elle dénonce les médias, elle dénonce tout le monde. Mais il y a un sous-entendu qui est le même qu'elle avait eu quand elle a quitté la politique. Quand elle a annoncé qu'elle se représentait pas, elle laissait entendre que l'Assemblée nationale, c'est une institution vieille, poussiéreuse. Mais derrière tout ça, il y a l'idée qu'on l'aurait empêché, qu'elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle aurait voulu. Ça aurait voulu faire plus, mais là, le système, il a mis le bâton dans les roues. Puis c'est là que je décroche, parce que c'est loin d'être clair ce qu'elle a voulu faire. Mais en fait... qu'elle n'a pas pu faire. C'est un reproche que plusieurs lui font. Louis-Philippe Bouliane amène un des exemples, Mario, d'idées qu'elle a voulu faire et qui ont été bloquées. Là. Semble-t-il qu'elle avait un élan artistique de vouloir faire un projet de vidéo dont le scénario consistait à la voir, elle, en scène, en train de détruire un mannequin qui représentait Justin Trudeau à coups de pelle d'en face. Ça, c'est le genre d'idée que, semble-t-il, il a fallu que Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois interviennent pour l'empêcher de faire ça. Mais la manière dont on décrit tout ça, on dirait que c'est mais là, le méchant parti, encore une fois, qui est trop rigide. Ils ont essayé de me contrôler. Ils ont essayé de me contrôler, ils m'ont empêché de m'exprimer de manière artistique. Mais c'est parce que pour le parti, c'est parce que t'es pas toute seule. T'as une équipe au complet qui travaille avec toi, puis de qui la réputation dépend également de tes actions. Oui, mais moi, quand je parlais de choses là, qu'elle a été empêchée, je parle de changement aux lois, de vraie politique. Là. Qu'est-ce qu'elle voulait faire pour le Québec? Qu'est-ce qu'elle voulait changer? Des lois, des règles? Pour moi, c'est loin, loin, loin d'être clair. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui a qui aime beaucoup attirer l'attention sur elle. Fait qu'elle a fait un gros show avec, elle voulait porter un coton ouaté et des Doc Martens. Finalement, elle a gagné ça. Elle a fait changer le code vestimentaire de l'Assemblée. Puis après, prout, là, on n'a plus jamais parlé. Mais ça, c'est pas un changement. Là, le changement, pour moi, c'est que tu changes la société, tu changes des lois, tu changes des choses qui changent la vie des gens. Puis j'ai l'impression qu'elle n'avait pas tant que ça en tête. Puis puis deux, c'est bien beau de dire, moi, c'est vieux jeu, moi, j'irai pas m'asseoir dans une commission parlementaire pour regarder là, des soirées de temps des projets de loi. Ouais, mais c'est parce que le Parlement fait les lois. Fait que ceux qui se font élire au Parlement, une de leurs tâches, pas la seule, mais une de leurs tâches, c'est de faire les lois. Puis comme les lois vont s'appliquer à 8 millions de personnes, puis
Mais on les étudie article par article, phrase par phrase, et jusqu'à tard le soir, ça fait partie du travail de député. Puis si ça te tente pas de faire ce travail-là, bien, une des choses qui est permise, c'est de ne pas se présenter. Mais d'arriver après puis de laisser entendre que tout le travail de base des députés, là, c'est une grosse perte de temps, puis qu'elle est au-dessus de ça, puis qu'elle va amener de la poésie là-dedans. Ben, tu sais, je veux dire, Godin, à l'époque du PQ, là, Godin a amené beaucoup de poésie dans la... Il a même lu des poèmes à l'Assemblée, mais Gérald Godin a changé les lois, il a fait changer les règles d'immigration. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu t'impliques dans tes dossiers, il faut que tu t'occupes de tes affaires. Tu peux pas juste faire de l'esbrouf, là. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Une histoire ramenée par nos collègues ici à Cube Radio. Mario fait l'histoire, le cas d'une femme de Montréal-Nord, mère de famille, qui démontre encore une fois, là, on a souvent des espèces d'exemples comme ceux-là, d'administration de la ville dans les travaux qui se passent plus ou moins bien. Celui-là, il est assez costaud, Mario. C'est Myriam Labbé, mère de famille, qui habite dans l'arrondissement de Montréal-Nord depuis 2010. En 2016, devient propriétaire d'un duplex. Il y a un stationnement devant sa nouvelle résidence à cet endroit-là. Et là, quelques mois seulement après avoir aménagé, il y a un avis de travaux. La ville s'en vient remonter les trottoirs à cet endroit-là. Là, on vient d'en faire une réfection de l'ensemble des trottoirs puis de la chaîne de trottoirs. Le problème, c'est que quand madame revient chez elle, bien, on a monté le trottoir de 10 cm partout, incluant l'endroit qui est abaissé pour son véhicule. Il n'a pas fait l'abaissement pour passer son véhicule. Pas d'abaissement pour passer son véhicule, ce qui fait que son stationnement se retrouve complètement enclavé. Il n'y a pas moyen de rentrer dans le stationnement. Ça prendrait un Hummer. Ben ouais, ça prendrait un tank rendu là, Mario. Et là, ben, ses voisins, eux autres, semble-t-il, qui se sont précipités quand ils ont vu qu'il y avait les travaux, qu'il y a un voisin qui a eu le temps de le dire au contracteur de la ville en disant, mais là, voyons donc, vous allez abaisser ça. Moi aussi, j'ai un stationnement. Et donc, pour lui, ça a été fait. Mais comme Madame Labbé était au travail, ben, ça n'a pas fonctionné. Et là, depuis 2016, Mario, elle est incapable de faire changer ça par la ville. Semble-t-il, elle a appelé l'administration. Donc là, elle a perdu son stationnement. Elle a perdu son stationnement, complètement. Puis elle appelle la ville, c'est rendu à 3 séances du conseil de ville. Elle a même pris donc le micro à cet endroit-là. Il semble-t-il que la mairesse Christine Black a décidé de couper son micro en pleine séance parce qu'elle continuait de se plaindre puis d'exiger qu'on vienne abaisser le trottoir de son stationnement. Puis là, elle s'est rendue qu'elle est obligée de regarder chez les anciens propriétaires, dans les certificats de localisation. Chaque endroit, on montre que l'emplacement de stationnement était là. Mais tout ça parce qu'il y a des travaux qui ont été faits en broche à foin, Mario, on s'entend, là. Il y a quelque chose qui a été mal vérifié. Puis là, ça fait des années que madame ne peut pas récupérer son stationnement. C'est pas une belle illustration de la Maison des Fous dans Astérix. Je sais pas ce que c'est. C'est aussi, tu sais, la ville de Montréal se demande toujours pourquoi les gens veulent pas venir vivre à Montréal, là. Tu sais, bienvenue à Montréal. Mais donc là, on y répond toujours pas, là. Il y a pas de... Il n'y a rien qui semble fonctionner de ce côté-là. Semble-t-il que le cabinet de la mairesse Plante dit que c'est clair qu'une réflexion sur le règlement s'impose. Quel règlement? C'est pas naturel qu'un stationnement, quand tu passes le trottoir devant un stationnement privé, que tu fais un abaissement pour que la personne puisse sortir de sa cour? Oui, puis là, Mme Labbé, elle dit vouloir acquérir un véhicule électrique, mais elle ne pourra pas le brancher. Là. Elle ne peut pas le stationner, elle ne peut pas le brancher. C'est dommage, ça. À suivre. On a beaucoup suivi ici ensemble, Mario, la saga des serres de Longueuil depuis des années. Mais aujourd'hui, on a du nouveau, alors que la saga s'est pourtant complétée, ou du moins est en voie de l'être. On a du nouveau certain. On a la facture. La facture! On s'est souvent demandé ce que ça allait coûter simplement en frais d'avocat pour cette saga-là. La réponse, 375 248 $ de frais juridiques que ça a coûté à la ville de Longueuil depuis qu'on a envoyé une contestation de l'organisme Sauvetage Animal Rescue qui voulait donc suspendre et qui ont réussi temporairement à suspendre l'abattage des cerfs de Virginie dans le parc Michel. Qui ont retardé ça, je sais même plus combien de temps, 2 ans, genre. Ça fait longtemps, là. Oui, ça fait longtemps qu'il y a des contestations, puis je rappelle que leur appel dans cette saga a été rejeté en octobre dernier. C'est évidemment, c'est crève-cœur quand même de voir un montant comme ça dépensé en frais juridiques. Ça aurait pu être mis ailleurs, ça, Mario. C'est de l'argent gaspillé, sincèrement. Moi, je sais que la réponse est simple. On vit dans une société de droit. Et tout citoyen a le droit de se prévaloir des tribunaux. C'est vrai. De s'adresser. Il est toujours permis de s'adresser aux tribunaux quand on a quelque chose à faire valoir.
Reste que c'est l'entêtement de Mme Goldwater coûte très, très, très cher aux gens de Longueuil. C'est de l'argent, tu l'as dit, qui aurait pu être bien mieux utilisé. Bon, par contre, à Longueuil, on nous dit que d'une certaine façon, on vient peut-être de rendre service à plusieurs autres villes parce qu'il y a de la surpopulation de chevreuils à plusieurs endroits. C'est pas impossible qu'il y a d'autres villes qui doivent faire, peut-être pas à la même échelle qu'au parc Michel-Chartrand, mais c'est pas impossible qu'il y a d'autres villes qui doivent faire ce genre d'opération-là. Et donc là, la cause est entendue quasiment jusqu'à la Cour suprême. Là. La cause est entendue, tranchée par une décision de la Cour d'appel. Alors, ça vient peut-être de clarifier le cas là, pour d'autres villes qui vont venir. Je note au passage que, au-delà de 375 000 $ que ça a coûté, les retards causés par les démarches juridiques de Mme Goldwater et compagnie On crée plus de serres à abattre. Hey, plus de serres à abattre. Le dernier inventaire, on était à 117. Ouais. Puis ça, c'était avant les mises bas, là, les bébés là, de ce printemps. C'était à l'hiver, en février. On était déjà à l'inventaire à 117. Fait que quand on disait à l'époque, on dit qu'il y a de la place pour entre 10 et 15 serres dans le parc Michel-Chartrand. Ouais. À l'époque, on parlait d'une quarantaine. Fait qu'il aurait fallu en abattre, 25-30. Et là, ce qu'il faut abattre, c'est comme une centaine. Fait qu'il va falloir abattre au moins 3 fois plus de serres pour ramener un équilibre de population. Tout savoir en 24 minutes. Une étudiante de 15 ans aurait fait une chute de 3 étages aujourd'hui dans l'après-midi à l'école secondaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il se trouverait dans un état critique à l'hôpital. Selon notre collègue Maxime Delan, elle est décédée. Elle serait décédée, donc elle serait information. décédée. C'est la nouvelle là, de journaliste policier là, de l'affaire policière de Québécois. Je viens de voir passer ça. La jeune fille serait décédée. Oui, donc ça vient de tomber. Bien triste nouvelle, Mario, alors qu'une enquête de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu a été ouverte dans ce dossier-là. Là. On comprend qu'on est en train de tenter des manœuvres de réanimation dans le transport en ambulance vers l'hôpital de Saint-Jean-sur-le-Richelieu pour la jeune fille qui serait tombée, quand on dit 3 étages, tombée du toit, semble-t-il, là, de l'école secondaire. Toit ou fenêtre de l'école secondaire. Pour l'instant, on ignore la raison de la chute. On ne sait pas si c'est un accident. Maxime Delan parlait de quelque chose que ça serait arrivé seul, là, qu'on n'a pas d'indication, que c'est pas d'histoire d'avoir été poussé ou... Donc, c'est soit un accident ou un geste volontaire, mais on parle de quelque chose qui serait arrivé seul. Bien triste histoire. Oui. Pour les parents, là, c'est toute une claque pour les parents d'apprendre que ton jeune part pour l'école et qu'il arrive une affaire comme celle-là. Une nouvelle ici maintenant chez Cube Radio. Mario, après 14 ans de lancement, la chaîne spécialisée jeunesse Youpa va être débranchée puis rebranchée dès le 11 janvier prochain. Et ça ne sera pas des émissions pour enfants, Mario, qu'on va pouvoir y écouter, mais bien... toi et moi, et nos autres collègues de Cube Radio qui seront tous nous écouter présents. Et nous voir, parce que ce sera à la télé. Voilà, donc il va y avoir une version télé de Cube Radio qui va remplacer donc la chaîne Youpa qui va être transférée, elle, complètement là, sur Club Illico, où toutes les émissions jeunesse, quand même, là, vont pouvoir être trouvables pour les familles et leurs tout-petits. Mais maintenant, donc, on va avoir là, cette facture visuelle qui va pouvoir mais on est déjà, aux gens. regarde, là, présentement, on est à la télé, on est déjà passablement à la télé. Mais ce sera quand même une nouvelle étape où les gens vont pouvoir nous suivre dans les studios. En direct tout le temps. Là, oui, c'est ça. Dans bientôt, nos nouveaux studios, Mario, lorsqu'ils arriveront. Ce sera tout ça à suivre, bien évidemment. Et à regarder, désormais, là, sur l'ancienne chaîne Youpa, maintenant, Cube Radio Télé. Économie. Le ministre des Transports du fédéral, Pablo Rodriguez, s'est dit prêt à mettre de l'argent aujourd'hui si jamais l'envoi était donné pour un futur REM de l'Est à Montréal. Lui qui se trouvait là, au sommet de l'Est, justement, au stade olympique, plus tôt ce matin, déclaré que oui, ce serait un moyen de transport qui pourrait être ouvert, là, auquel le fédéral pourrait être ouvert en financement dans l'Est de Montréal. C'est sûr que le projet du REM, lui, n'est pas terminé complètement. Il y a encore des phases à construire. Mais ce serait tout un élargissement, là, Mario, là, pour accompagner les gens dans l'est de l'île qui sont quand même sans moyen de transport structurant là, pour une certaine partie de l'île de Montréal. Là. Mais lui, disons que l'est de Montréal, moi, honnêtement, j'y avais même pas pensé jusque-là, mais l'est de Montréal est bien servi parce que lui, ça s'en va direct dans son comté. Là. Ah! Lui, la circonscription qu'il représente, c'est comme le Rivière-des-Prairies, un peu le nord de Pointe-aux-Trembles. C'est vraiment là... Honoré-Mercier, oui. Honoré-Mercier, c'est vraiment le nord-est de Montréal. Donc,
le REM, surtout si le projet de François Legault là, de l'amener vers Repentigny. Donc, il passerait, à mon avis, là, dans le comté ou tout près du comté de Pablo Rodriguez. Donc, pour lui, là, ça serait un gain important. Ouais. Par contre, là où il y a un peu d'ambiguïté, c'est que le fédéral, son programme d'infrastructure pour le présent mandat, l'argent semble pas mal tout engagé. Et donc, le prochain gros moment où ils vont distribuer de l'argent pour des infrastructures, c'est 2026. Il pourrait bien avoir des élections d'ici là, on s'entend. Il risque fort. C'est quasiment certain qu'il va y avoir des élections d'ici là. Fait que si les libéraux sont réélus, de leurs engagements, comme l'engagement qu'ils prennent aujourd'hui, là, ça peut être intéressant. Mais c'est loin d'être garanti qu'ils vont être réélus. Là. Présentement, ils sont en arrière dans les sondages. Et donc, il faudra voir à ce moment-là faudra demander aussi au Parti conservateur, qui a déjà dit que le tramway à Québec, par exemple, en matière de dépassement de coûts, il rajoute pas une scène. Ouais. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ne seraient pas, mettons, pour un REM de l'Est ou qu'ils ne pourraient pas être un partenaire là-dedans. Ils ont dit les dépassements de coûts, nous, on va pas aller compenser les dépassements de coûts. Le Monde. Les patrons de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens à Gaza ont prévenu aujourd'hui que les opérations humanitaires qui sont en train d'entreprendre dans la région pourraient cesser sous les 48 prochaines heures s'il n'y a pas de carburant qui est autorisé à entrer à Gaza. Parce qu'ils ont des gens qui distribuent de l'eau, entre autres. Là, eux font affaire avec des sous-traitants et ils ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus transporter du tout les cargaisons d'eau potable. Parce qu'ils n'ont plus d'essence pour leurs camions, ils sont plus capables d'acheminer dans ce coin-là. Ils ont rapporté même que dans leurs locaux du sud de la bande de Gaza, région où maintenant il y a à peu près 1,5 million de gens déplacés, mais sont toujours aussi sous l'effet de frappes israéliennes qui continuent de frapper certains de leurs bâtiments. Il semble-t-il, selon l'Organisation de l'ONU, qu'ils ont donné la localisation exacte de leurs bâtiments humanitaires et au Hamas et à l'armée israélienne pour être certain qu'il n'y ait pas de frappe d'un côté comme de l'autre qui viennent les percuter. Pourtant, ça continue de venir affecter les bâtiments. Deux nouvelles qui nous parviennent des États-Unis. Mario, tout d'abord, on a quelqu'un qui veut se présenter aux prochaines élections américaines. Quelqu'un de célèbre. Mais quelqu'un d'extrêmement célèbre dont la photo a fait le tour du monde, Mario. Il s'agit de Jacob Chansley. Bon, là, j'entends déjà les criquets, les gens qui se disent, mais qui est Jacob Chansley? Si je vous dis QAnon Shaman, ce chaman à la tête de bison sur la tête. Avec les cornes, puis le visage peinturé, puis de la fourrure découpée sur le dos. Ben voilà, là, ça va peut-être plus vous dire quelque chose. Ben oui, Jacob Chansley, c'est le fameux QAnon Shaman, un trentenaire qui s'était rendu durant l'insurrection du Capitole au Congrès le 6 janvier 2021, qui avait pris des photos, les pieds sur les tables, des photos assis à la place du vice-président Mike Pence, et qui s'était fait arrêter, qui purgeait jusqu'en mars dernier une peine de prison quand même là, pour avoir fait. D'ailleurs, il avait fait les nouvelles en prison. Oui, il avait fait les nouvelles en prison parce qu'il avait un menu spécial de chamanique, de druide pour lui. Oui, mais au début, tu sais, sa mère, lui, parce que comme chaman, il est végétarien. Exact. Puis au début, il y avait des sorties de sa mère pour dire que c'était pas drôle en prison. Il n'y avait pas de menu végétarien pour lui. Oui, ce qui est terrible pour le pauvre chaman. Mais là, semble-t-il maintenant qu'il veut se présenter aux élections législatives. C'est même des documents officiels qu'il a déposés pour représenter l'Arizona au Congrès. Mais pas pour le Parti républicain, Mario, comme on pourrait s'y attendre, mais non, pour le Parti libertarien. Voilà, c'est pour ce parti qu'il veut se présenter pour représenter l'Arizona. Donc, on verra s'il gagnera ce succès au travers de tout mais ça. Je pense pas qu'un des... Ben là, les démocrates, on oublie ça, mais je pense pas qu'un des deux grands partis, de toute façon, l'aurait voulu comme candidat. Là. Mais écoute, rendu à ce point-ci, Mario, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait nous étonner aussi avec le Parti républicain? Je mentionne également qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dénonciations qui sont parvenues de plusieurs organismes et du camp, bien évidemment, de Joe Biden lui-même, parce que dans un dernier discours prononcé par Donald Trump, il a commencé à pas commencé, mais il a continué à reprendre certains propos qui sont très facilement identifiables à des propos repris par des dictateurs comme Adolf Hitler et Benito Mussolini, entre autres, soit traités, ses opposants politiques, de vermine. Il a répété des mots prononcés, ni plus ni moins, par Adolf Hitler. « Je vais me débarrasser des communistes et de la vermine qui se cache dans notre pays. » Disons que c'est un parallèle qui fait toujours froid dans le dos, malgré tout. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.